Bonjour à toutes et tous. C'est très impressionnant de se retrouver ici, dans cet amphithéâtre Jean Piaget, où j'ai entendu tant de grandes voix, voix de la culture, voix de la recherche, et où j'ai rencontré tant de collègues avec lesquels j'ai eu tant de plaisir à travailler. Alors, mon histoire, puisque c'est la question que vous me posez, Lucie, c'est d'abord celle d'un militant de ce qu'en France on appellerait l'éducation populaire, confronté à une pratique d'enseignement. Alors, je vais dire les choses très brièvement. L'éducation populaire, un mouvement qui naît avec le Front populaire, un peu en amont du Front populaire en France, dans les années 1930, et qui s'inscrit dans la mouvance des Lumières, avec un double principe. Chaque être humain est éducable et nul ne peut jamais désespérer de quiconque, c'est le principe d'éducabilité. Mais en même temps, les êtres humains sont libres et on ne peut pas éduquer quiconque contre son gré. Ce double principe est au cœur de tout ce que l'éducation populaire, dans les années 30 et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, va tenter de faire émerger en termes d'initiative. Et je vais être un de ces militants de l'éducation populaire, lycéen, qui va s'engager comme moniteur de colonies de vacances. Voilà. Et c'est là où je vais découvrir comment on peut mettre en application ces principes. Et puis, je serai précipité, pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne m'attarderai pas, dans un poste d'enseignement. Je dois enseigner le français à des élèves qui, par ailleurs, n'étaient pas particulièrement réceptifs à cette discipline. Et je suis donc confronté à deux beaux principes. Tous les êtres sont éducables et nul ne peut jamais prévoir l'échec de quiconque. Chacun doit pouvoir s'engager dans l'apprentissage, mais comment je fais ? Comment je fais quand j'ai une discipline à enseigner, qui est une discipline rigoureuse, quand il existe des didacticiens sérieux de cette discipline, me disent de faire très attention et de ne pas dire n'importe quoi, n'importe. Et petit à petit, je découvre quelque chose de simple, que j'ose à peine vous dire ici, tant c'est banal et évident, dans cette plaine de Plainpalais, à côté de cette plaine de Plainpalais, à côté de là où Rousseau venait se reposer sur son banc, j'ai redécouvert au fond ce principe simple que Rousseau formule dans les Mille, quand il dit « Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. » Tout faire en ne faisant rien. Alors cette formule a souvent été citée, souvent mal comprise. Rousseau la précise ailleurs en disant « Tout faire pour que l'autre se fasse. » Pour que l'autre fasse et que l'autre... Et c'est ainsi que je suis rentré dans une réflexion pédagogique que j'appellerais maintenant aujourd'hui avec le recul une pédagogie des situations. Chercher à construire des situations qui permettent à celui que l'on est chargé d'éduquer d'apprendre et se développer. Construire les situations les plus stimulantes, les plus enrichissantes, construire les situations où les ressources et les contraintes soient équilibrées de la manière la plus féconde, construire des situations qui permettent effectivement de réaliser cet idéal des Lumières, de l'éducabilité de toutes et tous et de la liberté de chacun et chacune. Et dès qu'on parle de construire des situations, on parle de comprendre comment construire des situations. On a besoin pour cela de se nourrir de celles et ceux qui connaissent les réalités de ces situations. En particulier, bien sûr, les psychologues. Vous avez évoqué la création de l'Institut Jean-Jacques Rousseau par Édouard Claparède ici en 1912. Mais il y a aussi des sociologues, il y a aussi des linguistes, il y a pourquoi pas des économistes, des biologistes qui s'intéressent à tout cela. Il y a des didacticiens, il y a toute une série de gens qui éclairent l'acte d'enseigner. Et le pédagogue des situations que je veux être, que je souhaite être, a toujours été attentif à écouter celles et ceux qui pouvaient éclairer ces situations et permettre de les construire de la manière la plus porteuse possible. Voilà. Le problème, c'est que je passe après Philippe, donc mon verbe ne sera sans doute pas aussi bon que celui de Philippe. Tout à l'heure, on nous a demandé, avant de faire une interview, de tester notre voix. Et donc, Philippe a récité un poème et moi les jours de la semaine, donc ça vous donne une idée de l'immense, je dirais, l'écueil qui nous sépare. Ça pour mettre la pression. Non, très heureux déjà d'être ici, notamment parce que le laboratoire que je dirige à la Sorbonne a été créé, alors j'essaie de suivre à peu près, mais maintenant ça fait 136 ans. 136 ans que c'est un laboratoire de psychologie scientifique et pour la petite histoire, il y a une petite centaine d'années, voire même un peu avant, Jean Piaget a fait un stage au laboratoire. Il était stagiaire au laboratoire et donc si vous pouvez aller regarder dans les archives Jean Piaget, j'en parle comme ça, et il dit de façon extrêmement intéressante, ce qui reste une petite réalité de notre laboratoire, il dit c'est fantastique, il n'y a personne dans ce laboratoire. Il n'y a personne, donc je peux travailler de façon sereine à
mon grand modèle du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Alors aussi, évidemment, une pensée ici d'être dans l'amphithéâtre Jean Piaget, parce qu'en fait, le paradoxe de ce laboratoire qui, vous allez regarder un peu, dit, on peut être critique du modèle piagétien, pas de Piaget, évidemment, je ne remets absolument pas en cause. Je sens que je vais avoir une petite... Il y a des moments qui vont être un peu tendus, je pense, entre ce que je vais dire et ce que vous pensez du modèle piagétien. Mais globalement, on a pu être assez critique du modèle piagétien, mais en fait, le paradoxe de notre laboratoire, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le modèle piagétien et sur comment, finalement, réinterpréter ce modèle piagétien, et notamment par les travaux menés par Olivier Houdet. Et donc, Olivier Houdet montre que globalement, sur un certain nombre d'interprétations des résultats des travaux de Jean Piaget, on peut avoir une autre interprétation finalement du développement de l'enfant, qu'on peut conceptualiser le développement de l'enfant peut-être en dehors de cette notion des stades piagétiens. Et en fait, progressivement, quand j'arrive dans ce laboratoire en 2010, je vais commencer à travailler sur ce modèle piagétien, post-piagétien, essayer de comprendre l'hétérogénéité des trajectoires du développement en lien avec le développement cérébral. Et puis, de façon, je dirais, assez naturelle, à part de façon très caricaturale, parfois dans le monde de l'éducation, on tente à penser que si on s'intéresse au cerveau, on nie finalement l'enjeu du contexte. C'est absolument pas ça. Le cerveau, je le rappelle, se développe pendant plus de 20 à 25 ans ex utéro, après la naissance. On dit toutes et tous dans nos laboratoires que le cerveau est plastique, donc tout le temps, notamment cette notion d'éducabilité, cette notion qu'on peut toujours progresser. Donc ça serait quand même assez idiot de penser que le contexte ne joue pas sur le développement cérébral et donc sur le développement de l'enfant. Et donc, je dirais assez naturellement, je vais m'intéresser au contexte de l'école. Parce que finalement, le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, il est très dépendant de ce contexte qui est le contexte scolaire. Et ce contexte scolaire, il est défini aussi, évidemment, par les pratiques enseignants, par les pratiques pédagogiques. Donc la question qui se pose finalement, et qui a commencé à se poser à moi, c'est d'une part de comprendre qu'est-ce qui explique chez les enfants des difficultés systématiques dans certains apprentissages, comment on peut, nous, neuroscientifiques, psychologues du développement, justement faire ce que faisait Piaget, c'est-à-dire d'essayer d'identifier des mécanismes qui permettent d'expliquer l'hétérogénéité de ce qu'on observe dans une salle de classe, et en gardant en tête qu'il faut sans doute s'arrêter là. C'est-à-dire que ça donne aucun caractère prescriptif de la pédagogie qu'il faudrait utiliser demain dans une classe ou dans toutes les classes. Et puis, chemin faisant, d'ailleurs, c'est une des choses qui nous réunit, c'est la question des valeurs. C'est-à-dire une école, finalement, qui permet à toutes et tous de réussir, c'est forcément une école aussi qui va essayer de se poser la question de savoir comment on réduit les inégalités éducatives. Je dirais que c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est d'essayer de mener des travaux de recherche qui continuent à faire de la recherche fondamentale sur le cerveau, mais qui va jusqu'à dire qu'est-ce qu'il faudrait enseigner sur le cerveau aux élèves pour finalement leur permettre aussi d'être en situation de pouvoir entrer dans les apprentissages, et ça, c'est un point fondamental. Et puis, la dernière chose, c'est que, manifestement, j'ai plein de choses en commun avec Jean Piaget. Non seulement je dirige le laboratoire dans lequel il a fait un stage, mais en plus, j'ai travaillé pour le Bureau international de l'UNESCO, qu'il a dirigé pendant très, très, très longtemps. Donc, je vois qu'il y a une certaine forme de filiation, donc je suis très heureux de travailler. Caractérise, selon vos objets, la façon dont vous y entrez au regard du contexte scolaire et des enjeux d'apprentissage. Et pourriez-vous nous expliquer un peu concrètement comment vous menez vos recherches, comment vous travaillez, et quelles sont vos complémentarités, mais aussi vous assumez vos différences pour poser votre objet de recherche. Monsieur Borges. C'est moi cette fois-ci. on fait comme ça, généralement, on change l'un et l'autre. Bon, je vais essayer de tenir le temps, on a déjà un peu dépassé, donc je vais essayer d'expliquer en 10 minutes ce qu'on essaye de faire et comment on essaye de le faire. Globalement, et c'est peut-être là la complémentarité de nos approches, moi, ma démarche, elle est clairement la démarche d'un expérimentaliste qui essaye de déterminer de façon assez générale quels peuvent être des grands principes finalement de l'apprentissage dans le cerveau humain. Donc j'ai des approches plutôt quantitatives. Mais vous verrez que en fait progressivement je me suis rapproché finalement de la question de l'observation par exemple des gestes professionnels parce qu'à un moment il y a une limite inhérente de recherche qu'on essaye de faire quand on ne s'intéresse par exemple qu'à l'enfant. Et vous verrez que paradoxalement en tant que psychologue du développement on peut rapidement verser, notamment quand on s'intéresse aux apprentissages, dans une forme de behaviorisme sans même s'en rendre compte. Et donc je vais essayer de vous montrer ça et quelle était la trajectoire finalement des recherches qu'on a menées. Donc pendant longtemps en fait au laboratoire on a d'abord travaillé sur les tâches piagétiennes et on y reviendra, on a identifié des mécanismes clés qui permettent d'expliquer pourquoi les enfants n'arrivent pas à exprimer dans un contexte donné certaines compétences. On peut prendre par exemple la tâche de conservation du nombre piagétienne. Vous la connaissez toutes et tous? Non, pas du tout. Donc la tâche de conservation du nombre piagétienne, on va parler de Piaget un peu, on est dans l'amphithéâtre Jean Piaget, c'était une tâche qui permettait de déterminer finalement si l'enfant était en mesure de comprendre un certain nombre de principes liés finalement aux quantités discrètes
Et pour pouvoir faire ça, il mettait l'enfant dans une situation contre-intuitive. C'est intéressant parce que c'est une situation contre-intuitive. Donc en gros, il faisait une première rangée de jetons et il donnait un tas de jetons à l'enfant. Il lui disait fais une rangée pareille. Il tâtonnait, au début il n'y arrivait pas, et puis vers 3-4 ans, il arrive à utiliser une équivalence terme à terme, c'est-à-dire que pour chaque jeton de la rangée du haut, il met un jeton dans la rangée du bas. Et là, c'est le génie piagétien qui s'exprime pour aller tester si finalement l'enfant est capable de comprendre l'abstraction du nombre par rapport à certaines grandeurs physiques non pertinentes pour la numérosité. Il va écarter les jetons dans une des deux rangées devant l'enfant, c'est pas un tour de magie, hein, et il lui repose exactement, il lui pose la question, est-ce qu'il y en a pareil autant dans la rangée du haut que dans la rangée alors même qu'avant d'avoir écarté les jetons, l'enfant est tout à fait à même de dire qu'il y a autant de jetons dans les deux rangées. À partir du moment où on a écarté les jetons dans une des deux rangées, il vous dit jusqu'à 6-7 ans, il y a plus de rangées. Il y a plus de jetons dans la rangée du bas. Extrêmement intéressant. Pour Piaget, c'est un nouveau stade de la pensée logique. Et dans notre laboratoire, ce qu'on a montré, c'est que ce n'est pas tout à fait un nouveau stade de la pensée logique. C'est en fait l'expression à un moment donné, dans un contexte contre-intuitif, la capacité à résister, ici, finalement, à une information et un automatisme de pensée très fortement ancré dans votre cerveau qui, globalement, associe le nombre à la longueur, pour faire très rapide, globalement. Et donc, on a commencé à s'intéresser, finalement, à se dire, on a montré ça dans un certain nombre de tâches piagétiennes, et puis on s'est dit, mais finalement, est-ce que ça ne peut pas aussi expliquer un certain nombre de situations contre-intuitives à l'école ? Et il y en a plein des situations contre-intuitives à l'école. À partir du moment où vous êtes dans une situation, globalement, où vous devez résoudre un problème dans une situation dite situation-problème, vous êtes dans une situation contre-intuitive. Un exemple de ça, si vous essayez de faire comparer pour la première fois des nombres décimaux à un enfant et que vous lui présentez la situation suivante, 1,4 versus 1,342, la majorité des enfants, voire l'immense majorité des enfants, vont vous dire que 1,342, c'est plus grand qu'1,4. Simplement parce qu'ils comparent le nombre de chiffres après la virgule. Il y a plus de chiffres après 1 dans 1,342 qu'1,4, et donc ils comparent en fait 342 à 4. Donc ça marchait très bien pour comparer des nombres entiers. Alors, ce qui est absolument fabuleux dans je dirais, l'enseignement, quand vous introduisez les nombres entiers, normalement, en tant qu'enseignant, vous avez appris de façon pratiquement un peu, je dirais, systématique, la conversion unité-unité, dizaine-dizaine, centaine-centaine, millier-millier. Vous vous dites, bon, c'est comme ça qu'on compare les nombres entiers dans le cerveau humain. C'est absolument pas ce qui se passe. Personne d'entre nous n'utilise cette stratégie. C'est extrêmement coûteux. C'est beaucoup plus rapide de compter le nombre de chiffres dans chacun des deux nombres et de dire, dans celui où il y en a le plus, c'est le nombre le plus grand. Et vous allez faire des transferts négatifs dans un certain nombre de situations, ce qui va amener à ce que vous vous trompiez de façon systématique dans ces contextes. Donc ça, c'est, je dirais, notre approche, c'était de partir de situations de classe, d'observation des enseignants, de difficultés des élèves, de faire de la recherche fondamentale au laboratoire en utilisant des approches de psychologie expérimentale et notamment d'amorçage qui nous permettaient de déterminer quel était le mécanisme qui était impliqué. Et puis ensuite, très naturellement, on s'est posé la question de savoir comment on fait pour aider les élèves à progresser dans ce type de situation. Et donc ça, c'est la particularité de notre approche, c'est qu'à ce moment-là, on va utiliser une méthode expérimentale qui a été développée depuis Claude Bernard, qui consiste globalement à essayer de comprendre, en faisant varier différents types de matériel pédagogique et ou d'intervention, de regarder celle qui produit le plus d'apprentissage chez les élèves, ce qui veut dire quoi ? Vous allez évaluer les compétences des élèves avant l'intervention, vous allez faire varier différents types d'interventions et vous allez mesurer chez ces mêmes élèves, après l'intervention, le progrès cognitif qui s'opère chez ces élèves-là. Puis, si vous faites bien les choses, vous allez regarder quelques semaines après, parce que l'enjeu aussi, c'est que votre intervention, elle ne fonctionne pas que juste après l'intervention. Donc ça, c'est notre épistémologie. C'est comme ça qu'on fonctionne. On essaye de regarder de façon systématique qu'est-ce que ça peut produire, finalement, de faire varier la situation et le type d'intervention que vous allez pouvoir utiliser dans ce contexte-là. Vous pouvez faire exactement la même chose avec des approches de neuroimagerie, et c'est aussi la particularité du laboratoire. On fait la même chose pour comprendre à ce moment-là, non pas, je dirais, l'efficacité d'une intervention, mais en quoi cette intervention peut produire des changements au niveau cérébral. Et donc, on a notamment mené des recherches dans lesquelles on a essayé d'entrer cette capacité dont je viens de vous parler, cette capacité d'inhibition, de résistance aux automatismes de pensée, à travers des petits jeux sur tablette notamment, et de regarder qu'est-ce que ça produisait sur la modification du cerveau après des entraînements de 5-7 semaines. On a aussi collecté des données de génétique pour regarder comment la variabilité génétique va avoir des impacts sur la neuroplasticité et en quoi, finalement, la réceptivité de ces différentes interventions vont avoir des effets différenciés au niveau neuroplastique. Tout ça est très intéressant. C'est fantastique pour faire de la recherche fondamentale. Ça nous permet de montrer qu'il y a de la plasticité cérébrale, que cette plasticité cérébrale peut être différenciée. Ça ne vous dit rien de ce que vous devez faire dans votre salle de classe. Pour être très clair, c'est fantastique de parler de neuropédagogie, mais qu'est-ce que ça veut dire la neuropédagogie ? Tout et rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai observé de la plasticité dans le cerveau humain que je sais quel est l'acte pédagogique à utiliser dans une salle de classe.
Et donc, de façon assez évidente, ça c'est ce qui constitue notre recherche fondamentale et notre recherche appliquée, ça a été de repartir de ces situations pièges, ces situations finalement problèmes, et d'essayer de se dire mais qu'est-ce qui fonctionne dans ce cas-là? Comment on peut faire mieux progresser les élèves? Puisque je rappelle que c'est des situations dont 90% des élèves se... Et donc on a essayé plein de choses. Et on a essayé aussi des choses, et ça c'est une autre spécificité de notre démarche au laboratoire, dans des démarches de recherche participative et collaborative. En gros, on a fait le pari de faire de la recherche avec les enseignants. En gros, on leur a dit, écoutez, ce qu'on n'a qu'à faire ensemble, c'est qu'on co-crée avec vous du matériel pédagogique qui va plus ou moins permettre d'étayer justement ce mécanisme de résistance aux automatismes. Et puis ensuite, on va demander à un deuxième groupe d'enseignants de se saisir de l'un ou de l'autre des matériels qu'on a créés, mais qui ont une réalité pédagogique parce qu'ils ont été créés avec des enseignants. Et puis ensuite, à très large échelle, en utilisant une plateforme qui nous permet de dématérialiser, en gros, notre laboratoire dans toutes les écoles de France. Ce n'est pas toutes les écoles de France qui participent, je vous le dis tout de suite. Pour ceux qui sont volontaires, en tout cas, ça nous permet finalement d'aller regarder quelque chose qui est très écologique, d'une certaine manière, qui est très proche de la réalité de la classe. Un enseignant qui se saisit du matériel pédagogique, qui fait la séquence comme il a envie de la faire, mais ensuite, je dirais, le contrat expérimental et pédagogique qu'on a avec les enseignants, c'est qu'on mesure chez tous les élèves les mêmes compétences avant, après et quelques semaines après l'intervention. Et donc, on a montré des choses qui ne marchaient pas du tout, et il y a plein de choses qui ne marchent pas du tout. Par exemple, si vous voulez rendre les enfants meilleurs pour comparer 1,4 et 1,342, je vous dis tout de suite, ce qui ne fonctionne absolument pas, qu'on a essayé plein de fois au laboratoire, c'est d'entraîner cette capacité à résister aux automatismes totalement hors contexte d'apprentissage. Ça ne marche pas du tout. On y reviendra tout à l'heure, je crois. Eh bien, on y reviendra tout à l'heure, très Volontiers. bien. Donc, je m'arrête là, en fait. Parce que maintenant, je vais inviter M. évidemment. Berrieux de poursuivre. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Vous Donc, y revenez. c'est un teaser, vous allez avoir la suite de ce qu'on a fait qui a marché. Parce que tout n'a pas échoué. Il y a des choses qui ont marché. Mais c'est promis, on y revient. Alors, à vous, Philippe. Oui, alors peut-être je vous parlerai aussi de cette fonction inhibitrice, et j'en parlerai du point de vue pédagogique qui est le mien, mais on s'est beaucoup retrouvé avec Grégoire autour de cette question-là. Auparavant, comment nous travaillons? Moi, je me définis selon un terme qui est très utilisé dans l'université française comme un enseignant-chercheur. Alors, en général, dans l'université française, enseignant et chercheur, c'est deux choses juxtaposées, c'est-à-dire qui s'ignorent relativement. L'enseignant enseigne et le chercheur cherche, mais entre les deux, il n'y a pas nécessairement beaucoup de relations. Moi, j'ai été d'abord un enseignant confronté à des élèves compliqués, difficiles, et je me suis mis à chercher sur mes pratiques pédagogiques. Alors d'abord tout seul, ensuite en lisant. J'ai été très habitué à lire des grands textes de l'histoire de la pédagogie. Alors pas des sciences de l'éducation, mais de la pédagogie. Je suis allé lire Freinet, Makarenko, Kortchak. Alors Ferrière et Claparède, bien sûr, ils font partie de cette histoire-là, mais dont les textes, pour le lecteur que j'étais à l'époque, n'étaient pas des textes scientifiques, mais plutôt des textes pédagogiques. Je suis allé lire Montessori, je suis allé lire Tolstoï, Deligny, et tous ces gens-là m'ont apporté énormément de choses, m'ont proposé énormément d'analyses, et progressivement, j'ai essayé de comprendre comment ces textes fonctionnaient. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'ils fonctionnaient en articulant tous trois pôles qui sont toujours imbriqués dès qu'on parle l'éducation. Il y a toujours, même si l'auteur ne veut pas le dire, ou même s'il le cache, un pôle axiologique. C'est-à-dire il y a toujours des valeurs, il y a toujours quelque chose, une représentation de l'humain, de la société qui est là, en perspective. Alors c'est expliqué d'une manière très longue chez Maria Montessori, chez Kortchak, chez Freinet, chez tous ces gens-là. C'est expliqué d'une manière beaucoup moins détaillée chez un certain nombre de psychopédagogues, mais il y a cette vision, cette conception axiologique de l'humain et de ce qu'on cherche à faire et à promouvoir. Il y a toujours dans ces textes pédagogiques des appuis, alors discutables en fonction de l'époque, à caractère un peu scientifique. C'est-à-dire qu'on va chercher les connaissances qui nous permettent de comprendre comment on va faire pour réaliser ce que l'on cherche à faire. Et puis, il y a aussi dans ces textes des aspects instrumentaux, des outils. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment une pédagogie articulée d'une manière harmonieuse, une axiologie, une épistémologie et une praxéologie, c'est-à-dire des valeurs d'un côté, mais aussi des appuis scientifiques solides, sérieux si possible, et puis des outils dont les praticiens peuvent se saisir, non pas pour les utiliser d'une manière mécanique, mais pour en faire des outils capables de nourrir leur liberté. Et j'ai travaillé sur ces trois pôles et j'ai essayé de comprendre, y compris dans des textes qui n'apparaissent pas comme ayant ces trois pôles d'emblée, par exemple des instructions ministérielles, par exemple des prescriptions de scientifiques, de médecins par exemple, ou même de biologistes. J'ai essayé de montrer que partout il y avait ces trois éléments, qu'on en cachait parfois quelques-uns, mais qu'ils étaient là tout le temps. Et d'ailleurs qu'il valait mieux qu'ils soient là tout le temps, parce que si on se contente de relier
le pôle axiologique et le pôle praxéologique, c'est-à-dire les valeurs et les pratiques, si on se coupe de toute recherche scientifique, c'est-à-dire de tout éclairage sur la façon dont les choses se passent, eh bien, on aboutissait à une pédagogie très idéologique et dogmatique. De la même manière, si on se contente de relier des valeurs et des connaissances scientifiques, si on ne s'interroge pas sur les pratiques, on est dans ce que mon collègue Fernand Houry appelait la pédagogie intentionnelle. On a beaucoup de pédagogie intentionnelle ici ou là qui se développe et qui ne prend pas au sérieux le fait qu'il faut outiller aussi le praticien pour qu'il prenne demain matin à 8h30 le chemin de l'école. Et puis on peut imaginer aussi, et là je dois dire très honnêtement que certains neuroscientifiques à mes yeux tombent un peu dans cette outrance-là, une sorte de relation quasiment nouée entre la science et les pratiques, comme s'il n'y avait jamais l'interrogation axiologique. Et on arrive à ce moment-là à ce que j'appellerais pour ma part une pédagogie applicationniste ou scientiste qui pense que la connaissance des choses permet de statuer sur les bonnes pratiques indépendamment de la question des valeurs et du projet d'homme et de société que l'on veut promouvoir. Et ce qui m'a intéressé tout au long de mon travail, c'est d'articuler ces trois pôles, de comprendre comment les choses allaient ensemble. Alors, Grégoire a évoqué cette fonction inhibitrice, elle m'intéresse beaucoup, cette fonction inhibitrice, parce que avant de lire Olivier Houdet, avant d'entendre et de travailler avec Grégoire, moi j'avais beaucoup lu Janusz Korczak. Korczak, c'est un pédagogue historique, une figure emblématique, un juste parmi les justes, qui accompagne, vous le savez, les 192 enfants de son école du ghetto de Varsovie jusqu'à Treblinka en refusant un passeport américain. Korczak est un monsieur extraordinaire, mais c'est aussi un homme qui écrit des textes pédagogiques parmi, à mon avis, les plus stimulants intellectuellement. Et qu'est-ce qu'on trouve chez Korczak ? On trouve une conception de l'humain qui est une conception de l'humain en plein dépassement. Korczak considère que ce qui fait grandir l'humain en humanité, c'est non pas le fait qu'il patauge dans son donné, mais qu'il réussit à s'exaucer au-dessus de ce donné, à se dépasser, à apprendre et à créer. Ce sont des finalités extrêmement fortes, et vous savez que Korczak est l'auteur, à cet égard, du premier brouillon de déclaration des droits de l'enfant. Mais on trouve aussi chez Korczak il est médecin, toute une série d'observations sur précisément ce que Grégoire a évoqué tout à l'heure. Ceux qui réfléchissent, ceux qui ne réfléchissent pas, la spontanéité. Korczak écrit dès les années 1920, « La liberté n'est pas la spontanéité ». Il dit... un enfant, c'est une éponge. Quand on le laisse s'exprimer librement, il restitue ce que l'éponge a absorbé. Et si on veut l'aider à progresser et à se dépasser, il faut introduire les contraintes fécondes. Ah, ça m'a intéressé. Alors j'ai regardé qu'est-ce que c'était chez Korczak, les contraintes fécondes. Eh bien, la contrainte féconde pour lui, c'est les cris, surtout et d'abord. C'est les cris. C'est pour ça que vous savez qu'à un moment, Korczak, dans ses orphelinats et ses écoles, refusait de répondre à la fois à ses élèves et à ses collègues. Il était devenu presque maniaque sur ce sujet. Il disait toujours « écris-le-moi ». Je te répondrai par écrit. Et il théorisait cela en disant le passage par l'écrit est la condition de l'expression de la pensée, parce que c'est par l'écrit que l'on sursoit à l'immédiateté de la pulsion de l'instant. C'est par l'écrit que l'on entre à l'intérieur de la réflexivité. Eh bien, on voit là qu'avec une approche qui est pédagogique, avec une approche qu'on pourrait considérer comme non scientifique, elle est non scientifique, elle est généreuse, elle est politique, elle est tout ce que vous voulez. Avec une approche de ce type, on arrive à proposer des pratiques dont on peut se demander aujourd'hui si elles ne sont pas encore, et au regard des travaux de la psychologie cognitive et des neurosciences, des pratiques qu'il faut revisiter. Je le dis d'autant plus librement que parmi les derniers travaux que j'ai menés dans mon laboratoire, il y a cette question de l'entrée dans l'écrit, pour la plupart des enfants, qui est vécue comme une souffrance, qui est vécue comme une obéissance à des règles arbitraires, alors que Korczak nous explique que l'entrée dans l'écrit, c'est l'accès à la liberté, c'est l'accès à la pensée, c'est l'accès à la possibilité de communiquer avec l'extérieur. Et Korczak dit, notre travail, c'est de faire en sorte que ce qui est vécu comme une souffrance soit vécu comme une émancipation et une liberté. Et vous voyez bien à quel point là, le pédagogue va se nourrir maintenant de travaux qui peuvent émerger du domaine des neurosciences, et en s'en nourrissant, pas simplement parce que ça conforte des points de vue préexistants, mais parce que ça éclaire la manière dont on peut se comporter au quotidien. Ça nous donne des repères, mais à la fois des feux rouges et des feux verts. J'ai bien aimé ce qu'a dit tout à l'heure. Il va proposer maintenant de vous expliquer plus longuement ce qui ne marche pas. Parce que je pense que très souvent, les approches
comme celle de Grégoire ou d'autres, elle nous alerte sur les erreurs à ne pas commettre. Et ça nous est très utile, nous autres praticiens dans la classe, praticiens dans l'amphithéâtre, praticiens dans la formation d'adultes. Ça nous est très utile et ça nous aide précisément à construire des situations qui sont les plus positives, les plus constructives possibles pour les personnes. Donc vous voyez à travers cela que chacun dans notre itinéraire, nous pouvons rencontrer les mêmes notions, elles ne sont pas porteuses exactement des mêmes contenus, mais il y a des choses qui se tangentent. Voilà. Et pour moi, c'est un objet de réjouissance. Merci. Et donc, justement, c'est l'occasion, alors, M. Bors, de nous en dire plus maintenant sur cette fonction inhibitrice. Je crois qu'il y a une fonction vraiment emblématique de vos travaux, de vos recherches. Oui, alors c'est une fonction emblématique aussi parce qu'elle a la particularité d'être transverse. Elle n'est pas spécifique à un apprentissage. Ce qu'a très bien dit Philippe, elle s'instancie aussi dans notre capacité, finalement, à différer l'immédiateté, le plaisir immédiat pour pouvoir construire quelque chose de plus grand. C'est aussi ça, elle nous permet de sortir des faux-semblants. Elle est finalement le mécanisme manquant à l'allégorie de la caverne de Platon. C'est-à-dire que quand on doit sortir de l'illusion de finalement la projection du monde extérieur sur la caverne de Platon, en fait l'enjeu c'est ça, c'est de sortir de l'illusion. Et donc cette fonction inhibitrice, elle a cette fonction-là. Alors on peut se dire, quand on dit ça à des enseignants, ils nous disent très bien, donc vous avez montré que c'est très important pour plein de situations d'apprentissage, de contextes spécifiques dont on a déjà parlé, mais aussi des erreurs d'attraction. Par exemple, j'ai pris évidemment le cas des mathématiques, mais on pourrait prendre le cas des erreurs d'attraction en français, avec les élèves quand ils ont à orthographier une phrase du type « je les pilote », ils vont mettre un S à pilote, parce que le verbe prend une forme nominale, et que donc, comme ils ont un automatisme qui est « dès que j'ai les », je mets un S au mot qui suit, ils mettent un S à pilote. Et donc là, on voit bien qu'on a différents types d'approches. On pourrait se dire, bon, ben, on va entraîner l'inhibition comme un muscle, comme une espèce d'une image d'ailleurs très approximative de ce que pourrait être le cerveau ou les compétences. Et donc, un certain nombre d'enseignants nous ont dit, mais nous, on fait plein de choses, d'activités finalement dans la classe qui permettent de développer cette fonction justement de résistance aux automatismes et de fonction inhibitrice. Par exemple, quand on fait jouer nos élèves ou quand ils jouent dans la cour de récréation à 1, 2, 3 soleil, ben c'est bien ça qu'ils entraînent. Et ils ont tout à fait raison. De la même manière, quand ils jouent à Jacadi, ni oui ni non, quand les enfants jouent de façon quasiment infinie à ni oui ni non, c'est une façon d'entraîner cette fonction inhibitrice. Et donc les enseignants nous ont dit, ben, pourquoi on ne pourrait pas finalement rendre nos élèves plus efficaces dans un certain nombre d'apprentissages par le simple fait de leur faire jouer à Jacadi non 1, 2, 3 soleil. Donc nous, ça faisait 5 ans qu'on essayait de faire ça, ça ne marche pas, on le sait très bien. Mais l'enjeu, c'est pas grave. L'enjeu, c'était de faire de la recherche avec les enseignants parce qu'il y a évidemment quelque chose que vous faites quand vous faites de la recherche avec les enseignants, c'est que vous allez aussi développer leur propre finalement épistémologie et leur propre connaissance finalement du processus scientifique. Donc il y a de toute façon un gain à le faire. Donc on a essayé, ils ont dans leur classe divisé leur classe en deux. La moitié des élèves jouaient à des jeux type Jacadi, ni oui ni non, 1, 2, 3 soleil. L'autre moitié jouait à des jeux qui n'entraînaient pas ces fonctions. On fait une évaluation avant, après, et on regarde dans lequel des deux groupes cette compétence se développe le plus. Pas de problème, ils développent de meilleures compétences d'inhibition, comme vous utilisez des tests classiques de psychologie. Et puis ensuite, évidemment, on a aussi évalué toutes les situations dans lesquelles on avait montré que cette fonction était extrêmement importante pour justement éviter des erreurs systématiques dans tout type d'apprentissage. La réponse est aucun transfert, pas de transfert. Aucun apprentissage du fait de jouer à 1, 2, 3 soleil, Jacadi, ni oui. Ça paraît en fait évident. Si vous y réfléchissez 2 secondes, il n'y a aucune chance que ça se transfère. C'est très très compliqué d'obtenir du transfert. Vous le savez, si vous travaillez ou si vous essayez d'enseigner, que ce soit à des enfants d'ailleurs ou à des adultes, on a à peu près les mêmes problématiques. Et donc on allait un peu plus loin. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas contextualiser finalement cette notion et plutôt que de simplement les faire jouer à Jacadi, ni oui, ni non, 1, 2, 3 soleil, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans un apprentissage scolaire spécifique, est-ce que ça n'aurait pas du sens que l'enseignant fasse la lumière sur ce mécanisme? C'est-à-dire que quand il étaye l'élève dans cette situation spécifique, au lieu de lui réexpliquer ad nauseam la règle qu'il devrait expliquer dans ce contexte-là, est-ce qu'il ne pourrait pas simplement lui dire « attention, là, il y a un piège pour ton cerveau. Quand tu entends telle ou telle, ou dans telle ou telle situation, il y a un automatique déclenche. C'est celui auquel tu dois résister. » Évidemment, ensuite, on l'étaye quand même sur la stratégie à utiliser. Ben ça marche très bien. Ça fonctionne beaucoup mieux. On arrive à avoir des transferts. On arrive à avoir des transferts qui se maintiennent dans le temps. Donc, on est très, très content. En tout cas, si ce n'est des transferts, en tout cas des progrès dans la situation dans laquelle on a contextualisé ce processus-là. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais en fait, c'est peut-être ça qui était la donnée manquante dans nos travaux. C'est-à-dire que ce qui manquait d'une certaine manière, c'était d'aller encore plus loin dans ce questionnement, finalement,
de l'élève et d'expliciter les mécanismes impliqués dans les apprentissages. Parce que si on se pose à un moment juste 2 secondes sur nos systèmes éducatifs, alors je ne sais pas comment il est exactement en Suisse, mais j'ai compris qu'il y avait des différences en fonction des différentes provinces, des différents cantons. À Pisa, vous n'avez pas tous les mêmes résultats, j'ai regardé ça tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est quand même, il y a une certaine guerre de canton, quoi. Je me disais que la France était un peu... Mais là, vous... Bon, toujours est-il que nous, notre problématique, notre système éducatif français, il faut être très clair, si on parle des valeurs, c'est qu'on a un système qui est extrêmement inégal. On a un des systèmes les plus inégalitaires des pays de l'OCDE en termes d'inégalité éducative. Et pourtant, parce que c'est souvent que vous rétorquent les enseignants, ils disent « Oui, mais il y a plein d'inégalités dans la société. » Ok, certes, mais on a un très bon système de protection sociale, en tout cas bien meilleur que dans d'autres pays. Donc il y a quelque chose de propre à l'école française qui fait qu'on crée de l'inégalité. Et si ce n'est qu'on la crée, on n'arrive pas à la résorber. Et donc une des questions qu'on a commencé à se poser finalement sur la base de ces premiers travaux, c'était de se dire « Mais en fait, ce qu'il faudrait... Si on avait un système construit dans le bon sens, on commencerait par enseigner de façon très explicite, de façon contextualisée évidemment, comment apprendre à l'élève, et ensuite on le ferait rentrer dans les apprentissages scolaires fondamentaux, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que le paradoxe de nos systèmes éducatifs, c'est qu'ils nous font rentrer dans des apprentissages extrêmement complexes. L'acquisition de l'outil culturel lecture, c'est d'une complexité folle pour le cerveau humain. Ça nécessite 3 à 4 ans d'entraînement du décodage graphophonique, simplement pour qu'on ait moins de ressources cognitives engagées dans l'association entre les graphèmes et les phonèmes, avant même de pouvoir s'intéresser au sens du texte. Ça personne ne le dit à un enfant qui commence à apprendre à lire. Un paradoxe. 4 ans d'entraînement et à l'aveugle. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à essayer de faire au laboratoire, c'est de se dire, mais en fait, c'est ça qu'il faudrait réussir à faire, c'est-à-dire de faire le pari qu'on peut enseigner aux élèves comment apprendre dès la maternelle. Et enseigner aux élèves comment apprendre, c'est aussi de leur parler de leur cerveau. C'est aussi leur expliquer, finalement, que le cerveau est plastique. Parce que dire à un élève que son cerveau est plastique, c'est déjà déconstruire des conceptions implicites sur les apprentissages et sur l'intelligence. Et puis ensuite, on a fait plein d'autres choses, mais je vais laisser Philippe réagir. Absolument. Et puis après, j'y reviendrai. Il y a des espèces de teasing permanents dans C'est ça, c'est l'idée. Et donc, évidemment, là, maintenant, on a besoin on souhaite avoir le point de vue de Philippe, et puis peut-être aussi nous orienter finalement sur la classe, qui est une communauté d'apprenants, avec des élèves, avec un ensemble d'interactions, qui n'est pas que celle avec, celle avec ses enseignants, enseignantes. Et donc, comment vous réagissez, Philippe ? Oui, alors peut-être 3 rebonds rapides sur ce que vient de dire Grégoire. D'abord, le verbe différer qu'il a évoqué, fondamental à mes yeux. C'est Jacques Derrida qui parle de la différence avec un A, c'est-à-dire la capacité à différer dans les 2 sens du terme. Différer non pas tout de suite, mais différer, être différent. Et je pense qu'au cœur du processus émancipateur, si on parle d'émancipation, il y a cette capacité à différer aux 2 sens du terme. Non pas tout de suite, et j'ai le droit à la différence. Et à être différent, en tout cas, à différer de toutes les étiquettes qu'on peut me coller sur le dos. Deuxième petit rebond, contextualiser. Moi, je suis très, très sensible à cette affaire de la contextualisation. J'ai été, dans mon histoire, parfois un peu naïf sur la question du transfert. Et je me souviens, il y a déjà quelques années, pas grand monde ici peut s'en souvenir, vous n'étiez pas né, d'un colloque avec un collègue genevois, Patrick Mendelssohn, qui m'avait alerté sur les naïvetés que nous entretenions sur la notion de transfert. En disant, attention, tout n'est pas transférable, et la question de la métrique des contextes surdétermine cette espèce de transfert immédiat que vous posez. Et de plus en plus, je suis convaincu de cela. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le panneau d'un certain nombre de capacités très générales, quitte à les appeler compétences psychosociales, par exemple, qui seraient formées indépendamment de tout contenu et de tout contexte. Voilà. Je pense qu'enseigner, c'est se coltiner un contenu culturel, et c'est former à travers la rencontre avec ce contenu culturel, c'est former une personne à la pensée rigoureuse, à la pensée exigeante. Voilà. Donc je me méfie de ceux et celles qui, au sein, alors je veux dire de la nébuleuse, une nébuleuse quand même, les neurosciences, vous êtes nombreux et vous ne travaillez pas tous dans le même sens. Au sein de cette, je me méfie de ceux et celles, ce n'est pas le cas de Grégoire, qui, au sein de la nébuleuse des neurosciences, promeuvent des sortes de capacités très générales dont on ne voit pas très bien comment elles s'incarnent à travers une culture et comment la médiation de la culture peut leur permettre de s'actualiser. Et puis troisième remarque et troisième rebond, ce travail sur les représentations. Alors, tu as raison de dire que c'est fondamental, qu'on ne purge pas l'enfant de ses représentations pour les remplacer par la vérité. Cette idée que les didacticiens, je pense à Jean-Pierre Assolfi, grand didacticien de la biologie, mais à beaucoup d'autres aussi, cette idée que pour faire un pot avec de la terre, on n'enlève pas la terre pour faire le pot, on travaille
travaille la terre et avec ça, on fait le pot. Et que toutes ces représentations d'une intelligence qu'il faudrait purger de l'erreur pour lui inculquer la vérité, eh bien, c'est complètement, évidemment, contraire à ce que, à la fois, la psychologie cognitive, mais aussi les didactiques des disciplines nous enseignent. Alors, 3 rebonds très brefs, et puis un rebond plus large. Alors, Grégoire a évoqué son travail sur la fonction inhibitrice. Peut-être pour expliciter mieux ma démarche, pourrais-je évoquer un de mes premiers travaux sur les interactions entre pairs. Moi, j'ai commencé comme praticien, professeur dans le second degré puis dans le premier degré, et en pratiquant ce que j'avais cru comprendre des livres pédagogiques que j'avais lus et que j'appelais à l'époque d'une manière extrêmement généreuse et floue le travail de groupe. Donc je mettais des élèves ensemble en leur disant « Écoutez, faites un petit exposé, rédigez un petit texte, faites une affiche ». C'était très intéressant de voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu ce qui se passait avec le temps. J'ai compris, mais j'ai eu du mal à accepter ce que je comprenais. Parce que parfois, on comprend des choses, mais on ne les accepte pas. C'est vrai dans le domaine de l'écologie, par exemple. On ne croit pas ce que l'on sait. Bon. Eh bien, dans le domaine pédagogique, je ne croyais pas ce que je voyais, ce que je savais. J'ai mis du temps à croire ce que je voyais et à voir qu'effectivement, ces pratiques-là ne venaient pas combattre, mais entériner, voire aggraver les inégalités. Je me souviens d'avoir discuté à l'époque avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé ici et que je salue, Philippe Pernoud, qui venait de remettre sa thèse sur ce sujet-là. Et je me souviens avoir travaillé avec quelqu'un qui, à Neuchâtel, Anne-Néry Perry-Clermont, travaillait sur le conflit socio-cognitif et les interactions entre pairs. Et tout ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et pour aller dans le sens que je souhaitais, j'ai été obligé de revenir complètement sur mes pratiques et de me dire à quelles conditions une interaction entre pairs peut-elle être occasion de développement de l'intelligence et de l'accession à des connaissances pour des individus. Et c'est cette question qui m'a fait progresser. Moi, c'est cette question qui m'a porté pendant tous mes débuts en sciences de l'éducation, et c'est à travers cette question que je me suis saisi à la fois, on va dire, des idéaux de l'éducation nouvelle, des apports scientifiques et en particulier helvétiques, je ne dis pas ça parce que je suis ici, c'est parce que c'est la vérité, et puis également des pratiques que je pouvais observer ici. Et j'ai pu associer, et ça m'a été extrêmement précieux, une réflexion sur les finalités, une réflexion sur les étayages et une exploration didactique, en quelque sorte. Cette exploration didactique a été très précieuse pour moi et elle m'habite encore parce qu'elle me permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est, ce en quoi les interactions entre pairs sont déterminantes pour le développement des personnes. Voilà. Et je travaille beaucoup là-dessus. J'ai découvert un peu tard les travaux de psychosociologues américains. Voilà, je pense à Elliot Aronson en particulier. Pourtant, Michael Huberman, ici dans cet amphithéâtre, avait cité Elliot Aronson, mais je n'avais pas tilté. Eh bien, j'ai regardé de plus près ses travaux, j'ai regardé de plus près aussi ce qu'il proposait, et il m'a semblé voir profiler un certain nombre d'idées, de perspectives pratiques, qui ne sont pas des prescriptions pédagogiques, qui sont des perspectives pédagogiques, c'est-à-dire essayer de donner corps à l'idée à laquelle beaucoup d'enseignants adhèrent de la coopération comme modèle de construction collective des savoirs. Mais il ne suffit pas de dire la coopération, c'est le modèle de la construction collective des savoirs. Ça ne mange pas de pain. Il s'agit de savoir qui parle, à quel moment, pour faire quoi. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui emportent le morceau? Est-ce que c'est toujours les mêmes qui effectuent les mêmes tâches? Comment ça se fait qu'ils se positionnent ici et pas là? Et à partir de là, on va travailler, on va chercher. Et depuis ce temps-là, depuis mes premiers travaux, je n'ai pas cessé, avec les collègues, avec les praticiens, à la fois en tant que chercheur dans mon laboratoire, mais aussi beaucoup en tant que formateur, je n'ai pas cessé de m'interroger avec eux sur la pertinence des pratiques qu'ils proposaient, qu'ils mettaient en place, réfléchir sur la qualité de ces pratiques, observer comment ça se déroulait, quelles étaient les bonnes décisions et les mauvaises décisions, comment à tel moment ça basculait, comment tel travail de groupe basculait dans la construction de l'inégalité parce qu'il y avait une prise de pouvoir pour des raisons psychosociologiques ou cognitives ou sociales, peu importe. Mais comment tout cela s'organisait, et je n'ai pas cessé d'avancer avec les collègues sur des propositions qui ne seront jamais des prescriptions définitives, mais plus exactement des perspectives dont je souhaite que les collègues s'emparent et avec lesquelles ils puissent travailler. Voilà, très brièvement dit. Non, non, bon, mais j'arrête.
J'arrête. Évidemment, maintenant, on souhaite entendre le point de vue de votre collègue, du point de vue des neurosciences, alors au regard de ces éléments sur les interactions entre pairs et surtout le rapport à la prescription. Bon, d'une part, je vais faire une petite incise. La dernière fois, on était en Belgique, il a dit exactement la même chose. Je m'inspire beaucoup des travaux des collègues belges, donc c'est contextualisé. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Alors là, c'était une boutade. j'avais justement dit que les taxonomies élaborées par les collègues belges étaient des châteaux de cartes qui ne nous étaient pas très utiles Voilà, donc on était très pour les critiques sur les pratiques collègues pédagogiques. sur les collègues belges. Si des collègues belges sont dans la salle, on est désolé. Mais il y a des collègues belges qui ont fait leur nid ici à Genève aussi, oui, c'est vrai. Grégoire. Bon, peut-être Et pas des moindres. Oui, tu as entièrement raison. Peut-être une réaction, j'ai un rebond qui, pour moi, et tu l'as brièvement mentionné, mais je pense qu'il est important. C'est vrai qu'on sent bien que la question de la coopération sociale, dont on parlait des compétences du 21e siècle, finalement, la question de qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui développer dans nos systèmes éducatifs en termes de compétences, viennent percuter, d'une part, des réalités complexes en œuvre. Aussi, toujours les mêmes interrogations. Il faut apprendre à coopérer. C'est pas bien. C'est pas finalement un trait de personnalité en tant que tel. C'est quelque chose qu'on peut apprendre dans un contexte spécifique qui est quand même le contexte scolaire et des apprentissages. Et puis, revenir quand même sur ces travaux, je trouve qu'ils sont intéressants parce que tu les mentionnais, c'est-à-dire que tout ce que peut aussi produire des travaux de psychologie sociale, par exemple, sur la création des inégalités, parfois des gestes professionnels qu'on peut voir chez certains enseignants, sans même forcément qu'ils en aient conscience. Et je pense que c'est là où, et moi, tu m'as aussi éclairé sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'idée de dire que dans une classe, on prend des décisions, et comment on peut éclairer ces décisions au regard, finalement, de connaissances actuelles qui sont en train d'être produites dans un certain nombre de laboratoires. Il y a notamment, je vous invite à aller regarder les travaux de Sébastien Goudot en psychologie sociale qui sont extrêmement intéressantes, qui montrent que dès la maternelle, j'insiste beaucoup sur la maternelle et y venir sur la fin de mon intervention, mais la question de la maternelle, il montre que le simple fait que globalement, quand on regarde qui lève le doigt en maternelle, c'est-à-dire que les élèves qui lèvent le plus systématiquement le doigt sont ceux qui viennent de milieux sociaux favorisés. Ceux qu'on interroge le plus, à qui on donne le plus la parole, sont les élèves qui viennent de milieux sociaux favorisés. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent mieux. Et pour compléter ce que dit Grégoire, nous, dans nos travaux, nous avons montré que dès qu'on met en place un travail de groupe, il y a une division du travail immédiate qui se met en place entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs, et que cette conception, cette distribution des tâches recouvre complètement les origines sociales et les positionnements sociaux des élèves en question. Ce qui est intéressant, c'est que son étude va un tout petit peu plus loin. Il interroge ensuite le fait que, est-ce qu'on accepte ou pas que les élèves viennent interrompre ce que dit l'enseignant. Et en fait, c'est acceptable du moment que l'élève parle bien. Et ça va un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que ce qu'il montre ensuite, c'est qu'est-ce que ça produit comme représentation au sein du groupe classe. Parce qu'il y a aussi ça qui se joue. Une classe, c'est un contexte social, un groupe social dans lequel des hiérarchies sociales vont se construire. Et ce qu'il montre, c'est que ce que produit cette prise de parole différenciée pour des élèves qui viennent de milieux sociaux favorisés, qui sont plus systématiquement en situation de prendre la parole, c'est que les élèves vont considérer que ceux qui prennent le plus la parole sont les plus intelligents. Et ça, c'est en maternelle. Et donc on voit comment se crée finalement, dans les simples interactions entre pairs, très rapidement des inégalités, d'où l'enjeu là pour l'enseignant, effectivement, d'avoir une posture, d'avoir des gestes professionnels associés qui permettent là aussi de faire attention. Par exemple, la simple question, je sais qu'on en a déjà parlé, mais à la fin d'une période, au retour des vacances, racontez-moi vos vacances. Facteur d'inégalité massive. Qu'est-ce que je vais aller raconter à l'enseignant si je suis resté pendant toutes les vacances chez moi à regarder la télé ? Rien, donc je ne vais pas prendre la parole. Et donc c'est aussi ça qu'on peut éclairer à travers ces travaux, c'est de montrer comment effectivement je dirais la création des inégalités, elle vient de façon très insidieuse aussi dans le geste professionnel, parfois dont on n'a pas forcément conscience. Et là, il y a un enjeu effectivement de sensibilisation des enseignants dans la formation initiale et ou dans la... Et c'est un instant, c'est un enjeu dont nous nous sommes saisis dans notre laboratoire à travers l'examen de la question de la décision pédagogique dans l'instant. On s'est aperçu, mais tout le monde l'a dit en même temps que nous, donc nous n'avons aucun mérite, qu'un enseignant prend des tas de décisions dans une heure de cours. Mélanie passe au tableau, c'est une décision. Prenez votre cahier, c'est une décision. Se lever et se diriger vers l'élève du dernier rang, c'est une décision. Et nous nous sommes intéressés aux décisions pertinentes, c'est-à-dire aux décisions qui produisent des effets en termes d'apprentissage et d'apprentissage équitable, où chacun apprend, réussit, arrive à se dépasser et à identifier ce qu'il a appris.
ce qui n'est pas rien. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas simple et qu'il nous faut à chaque instant nous rendre de plus en plus lucides sur ces moments où nos décisions peuvent générer de l'émancipation et de la solidarité, ou bien si elles peuvent contribuer à créer réellement des clivages, à créer des inégalités, voire à les accroître. Alors comment aider chacun à prendre la parole? Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé pendant toute ma carrière. Jacques Lévin disait on crée d'abord un espace hors menace. Ça veut dire quoi, un espace hors menace? Un espace où on peut parler sans avoir peur qu'on se moque de nous, sans avoir peur qu'on soit mal noté tout de suite et que cela nous colle à la peau toute la vie. C'est aussi donner à chacun les outils pour parler de vocabulaire. Par exemple, les mots ne tombent pas du ciel. C'est Freinet lui-même qui disait les mots ne tombent pas du ciel. Donc tout le travail sur le vocabulaire, comment on fait pour s'approprier du vocabulaire, sur la syntaxe, sur tous ces éléments. C'est aussi le travail sur la posture, sur la capacité de se poser par rapport à un collectif et à un groupe. Et on s'aperçoit que là, on a beaucoup de marge de manœuvre et que selon qu'on agit de telle manière ou de telle autre, eh bien, on peut contribuer à réduire les inégalités ou au contraire les laisser s'accroître d'une manière absolument considérable. Et précisément, un des éléments sur lesquels vous terminez votre c'était, et vous en avez déjà passablement parlé, c'est avec les gestes professionnels, le rapport à la recherche collaborative avec les enseignants et enseignantes. Et maintenant, au regard de la spécificité de ce que vous incarnez dans vos travaux scientifiques et votre pédagogie, eh bien, comment vous-même vous incarnez, vous voyez votre travail avec les praticiens et praticiennes, que ce soit les enseignants et enseignantes, mais aussi avec les formateurs, les autres acteurs concernés. Monsieur Mérieux, vous voulez commencer? Oui, alors, je ne sais pas si je peux dire grand-chose là-dessus. Moi, je ne me vis pas du tout comme un chercheur. Je me vis comme un praticien d'abord, et je pense que tous les praticiens peuvent être des chercheurs. D'ailleurs, un certain nombre de ceux qui, dans l'université en sciences de l'éducation, se disent des chercheurs, sont plutôt en réalité des évaluateurs. Ils sont un petit peu, je ne sais pas, ceux que les guides, les enquêteurs du guide Michelin sont aux grands chefs cuisiniers. Ils donnent des étoiles en disant cette pédagogie-là, elle est meilleure que telle autre. Mais c'est les grands chefs cuisiniers qui sont les inventeurs, qui sont les vrais chercheurs en matière gastronomique. Ce n'est pas les enquêteurs du Michelin. Et un certain nombre de collègues universitaires, mais pas ici dans cette université, bien sûr. Moi, m'apparaissent plutôt comme des enquêteurs du Michelin que comme des évaluateurs a posteriori, que comme des gens qui contribuent à nourrir l'inventivité des pratiques. Voilà. Moi, je crois que c'est ça le vrai critère. La pédagogie est un art de faire. Moi, je reprends beaucoup cette expression de Michel de Certeau. Et c'est un art de faire qui nécessite de mobiliser le maximum de connaissances dans le minimum de temps. C'est ça la bonne décision. Mobiliser le maximum de connaissances dans le minimum de temps. Et outiller des praticiens, c'est leur donner cette possibilité de mobiliser ces connaissances dans le minimum de temps, c'est-à-dire de réfléchir, de travailler, de s'accrocher aux problèmes qui émergent chez eux, de leur fournir les éclairages qui leur permettent de comprendre ce qui se passe sous leurs yeux et de les aider à prendre toujours la décision celle qui va le mieux permettre à chacun de s'émanciper dans la solidarité. Donc moi, je me sens très solidaire des praticiens parce que, en tant que chercheur, je suis un praticien de la recherche et je pense qu'il n'y a pas de chercheur qui n'ait pas de pratique, bien évidemment, et qu'il n'ait pas de praticien qui n'ait pas de présupposés idéologiques et philosophiques, même s'il les ignore et s'il ne sait pas les formuler. Donc je récuse un peu cette opposition praticien-chercheur et je préfère me définir comme un aide aux inventeurs. Et les inventeurs, pour moi, c'est les praticiens. Merci beaucoup. Et Monsieur Borg. Je vais essayer de vous dire comment on est sorti de l'approche très behavioriste qui était la nôtre. Parce que je pense vraiment que pour un certain nombre d'entre nous, essayons de faire de la psychologie des apprentissages, et psychologie expérimentale des apprentissages, on a quand même oublié, et c'est le cas dans un certain nombre de collègues, d'ailleurs quand on parle avec eux, même quand ils ont été en charge parfois, pan entier important du système éducatif français, quand vous leur posez la question, ils ont parfois encore une conception un peu naïve qui consisterait à dire il suffit de créer des outils et puis on va impacter directement les apprentissages des élèves. C'est d'une naïveté confondante, évidemment pour vous qui êtes en sciences de l'éducation, mais c'est encore la réalité parfois d'un certain nombre de chercheurs dans nos domaines. Et effectivement, progressivement, ça s'est imposé à nous, c'est-à-dire qu'on s'est dit c'est très bien, on fait de la recherche qui manifestement pourrait être un enjeu pour les praticiens, mais d'une part, comment on arrive à toucher les praticiens, puisqu'on n'est pas en charge de la formation initiale, qu'on intervient dans la formation continue, mais c'est pas, je veux dire, naturellement en France, si vous êtes dans un département de psychologie, on ne va pas venir vous voir en soi pour vous poser des questions. Et donc l'enjeu, c'était aussi de changer notre posture. Et je pense que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que souvent, quand je parle avec des collègues, ils disent
oui, il faudrait qu'on trouve finalement des moyens pour impacter. C'est surprenant quand même que les enseignants ne se saisissent pas de nos recherches. Oui, d'accord, mais en fait un peu de décentration. On les présente pas comme il faudrait, on fait pas les recherches qui les intéressent et globalement elles n'ont pas d'effet sur leur pratique professionnelle. Et donc pour nous ça s'est finalement imposé assez rapidement. On s'est dit, mais en fait si on veut monter à l'échelle, c'est-à-dire que si on veut impacter plus largement sur la base de nos recherches, ce qu'il fallait qu'on arrive à faire, c'est tout en gardant notre épistémologie. Elle est une épistémologie expérimentale. Est-ce qu'on était en mesure d'aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire non seulement de créer de la formation pour les enseignants, d'aller observer dans les classes les gestes des enseignants, tout en le faisant avant, après la formation et en regardant comment ça impactait les apprentissages des élèves. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que finalement, vous êtes réellement dans la théorie du changement et en essayant de décomposer les différents éléments de cette théorie du changement. Donc, c'est ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années à Marseille. On a développé un cycle de formation de 18 heures pour les enseignants autour de comment enseigner le langage oral et les premières compétences dans le domaine des mathématiques à des élèves de maternelle en utilisant des gestes professionnels qui permettent aux élèves de développer leurs compétences d'autoréflexivité par rapport à leurs apprentissages, c'est-à-dire en gros comment on développe la métacognition, la cognition sur la cognition auprès des élèves de maternelle, c'est ça l'enjeu en fait, c'est de le faire très jeune. Et donc on a observé que d'une part c'est des pratiques qui sont totalement inexistantes, en tout cas chez les enseignants français, alors sauf si vous allez dans l'enseignement spécialisé où c'est encore très présent, mais chez les enseignants français en maternelle, ça n'est pas présent. Si vous les formez, beaucoup plus de gestes professionnels dans lesquels on trouve des éléments autour de la métacognition et ça se transfère, c'est-à-dire qu'on observe des effets sur le développement du langage oral et les mathématiques, en particulier pour les élèves de maternelle qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Et je crois que si on veut continuer, en tant que psychologue du développement, en tant que neuroscientiste, en tant que psychologue des apprentissages, réellement à la question et au débat pédagogique, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire aller observer les pratiques pédagogiques, travailler sur la formation des enseignants, observer l'effet sur les apprentissages, et si on veut réellement travailler à la réduction des inégalités, démontrer que nos interventions produisent les effets sur les élèves qui en ont besoin, c'est-à-dire les élèves défavorisés, en particulier l'accès. En tout cas, la démarche qu'on essaye d'avoir, alors c'est coûteux, complexe, ça ne produit pas forcément des résultats très intéressants, mais par contre, c'est extrêmement transformant en termes de politique éducative. Parce qu'on ne peut plus vous opposer qu'on est finalement trop éloigné de la pratique. Peut-être pour rebondir rapidement sur ce que vient de dire Grégoire, sur le même sujet, la métacognition, travail de recherche avec 7 écoles primaires de Lyon, où on s'interroge sur comment on fait, et où, après 3-4 mois, les enseignants se donnent une consigne collective à la fin de chaque demi-journée. On va demander à chaque classe et à chaque élève dans chaque classe de répondre à 2 questions. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai appris? On va leur demander de bien distinguer les réponses aux 2 questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que les enfants, nos collègues de Paris 8 le montrent depuis très longtemps, savent très bien dire ce qu'ils ont fait. Fait un exercice, mais qu'est-ce que tu as appris à cette occasion? Et ces collègues ont mis en place, ils ont appelé le carnet des découvertes. Chaque demi-journée, on écrivait ce qu'on avait appris de particulier pendant cette demi-journée. Alors à l'école ou ailleurs. Donc, certains écrivaient, j'ai appris qu'il était mort, mais c'était quelque chose qu'il avait appris. Donc il faisait qu'il était différent après, parce qu'il le savait de ce qu'il était après. Et on s'est aperçu, et ça a été extrêmement précieux, que la vectorisation du temps que cela induisait, le fait de se rendre compte qu'après il s'est passé quelque chose et qu'on savait après ce qu'on ne savait pas avant, changeait radicalement le comportement de tous les élèves et en particulier changeait le comportement des élèves les plus endettés et les plus défavorisés parce que c'est ceux qui étaient plus éloignés de cette réflexion sur la différence entre l'activité d'apprentissage et l'objectif de l'apprentissage. Donc sur la médiation, là, nous sommes complètement en phase aussi, dans la mesure où précisément on le fait en réfléchissant avec les collègues aux pratiques sont intéressés, dont qu'ils peuvent s'approprier. Et tout le monde ne va pas mettre en place en classe d'élèves de 18 ans un carnet des découvertes, mais on peut s'interroger sur la métacognition et réfléchir à des pratiques qui seront cohérentes pour ces élèves. Je vous remercie vraiment pour ces interventions, parce que c'est le temps d'ouvrir évidemment le débat avec la salle. Peut-être que vous pouvez venir vous asseoir à côté de moi. Donc déjà des applaudissements, je pense, pour nos 2 intervenants. Voilà, donc c'est un moment, on a une dizaine de minutes pour vos questions. Vous en avez certainement tout plein. Il y a beaucoup de choses qui ont été énoncées sur le plan scientifique, sur les recherches, sur le rapport à la pratique, sur certaines innovations évidemment, et puis peut-être d'autres qui vous brûlent les lèvres. Et puis c'est vraiment l'occasion maintenant de vous adresser à nos confrères. Alors voilà, Bonsoir, vous m'écoutez? J'ai une question pour le prof Philippe Mérieux.
Si par hasard, moi je ne suis pas expert de la thématique, de la littérature comme ça, mais je voulais demander, pour curiosité, si vous avez eu l'opportunité de lire les travaux de Don Milani en Italie, de l'école de Birmania, si je ne me trompe pas, et comment des expériments, comme les expériments décrits dans ces livres-là, ces pratiques-là par cette pédagogue importante, donnent encore des leçons qu'on peut utiliser aujourd'hui sous question comme l'inégalité dans l'éducation, comment avoir des élèves plus engagés, surtout comment faire le développer quand ils ont des difficultés sociales, socio-économiques. Merci. Je ne suis pas sûr de répondre complètement à votre question. Bien sûr, Lorenzo Milani, c'est formidable ce qu'il a fait à Barbiana. Tout le mouvement de l'éducation nouvelle, né dans les années 1920, avec ce grand congrès à Calais en 1921, a toujours hésité sur la nature et l'intérêt de créer des lieux spécifiques où on pouvait mettre en pratique à 100% en quelque sorte les idéaux éducatifs qu'il prônait. Et au sein de l'éducation nouvelle, il y a toujours eu un grand débat entre ceux qui, comme Ferrière, disaient qu'il faut créer des écoles qui soient des écoles parfaites, où on recrute des gens qui sont formés d'une manière absolument merveilleuse aux pratiques que l'on met en place. Voilà. Et puis d'autres qui disaient mais non, ça c'est peut-être des isolats qui ne feront pas progresser les systèmes éducatifs dans leur ensemble et qui ne permettront pas au système éducatif d'avancer. Je comprends très bien les deux positions. Et pour ma part, je serais plutôt du côté de la seconde, tout en disant les premières sont parfois utiles. Barbiana, c'est utile parce que ça montre ce qui est possible. Mais si j'avais à choisir, je dirais que je ne crois pas à l'école idéale, mais je crois qu'il nous faut avoir un idéal d'école. Alors ça renvoie un petit peu à ce que dit Freud dit de l'idéal du moi et du moi idéal. L'école idéale, je crois que ce serait quelque chose de finalement très sélectif et très élitiste et très réservé à une toute petite minorité. Mais je crois qu'il nous faut un idéal d'école pour faire avancer le système éducatif vers plus de justice et d'émancipation. Oui, une autre question ici, et puis madame, là je laisse mes collègues se diriger vers les personnes. Commencez par, voilà, et puis ensuite madame. Bonsoir, merci. Je voulais juste parler d'une expérience que j'ai vécue avec un professeur au cycle, et pour parler il parlait en parabole, hein, c'est-à-dire qu'en fait il y avait une expérience, il expliquait l'électricité, le phénomène de l'électricité en racontant l'histoire d'un train avec des wagons, des rails, etc. Et c'est une chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai retenue sur l'électricité, qui m'a fait comprendre certaines choses liées à l'électricité. Et un autre prof au cycle aussi, je parle du lien là en fait avec les élèves. Il nous a fait faire une journée extrascolaire, c'est-à-dire qu'on est parti à vélo dans une piscine à Genève-Plage et on a créé un lien en fait dans la classe. On s'est créé un lien, une espèce de solidarité. Et je voulais aussi dire quelque chose d'autre parce que je pensais que j'étais à côté de la plaque en venant ici, parce que je pense aussi à l'étonnement. La capacité d'étonner l'enfant et faire appel à son imaginaire et l'émerveillement. Est-ce qu'on peut continuer peut-être sur l'étonnement? L'étonnement, oui, l'étonnement. Volontiers. Alors, monsieur Borst ou... Sur l'étonnement. Oui, voilà. Oui, merci Philippe. Ça se passe généralement comme ça qui me donne le micro quand on est sur l'étonnement. Non, peut-être réagir sur cette notion-là. Il y a une notion effectivement extrêmement importante sur laquelle de plus en plus, en tout cas dans notre domaine, un intérêt renouvelé sur la question de la curiosité. La curiosité comme un vecteur effectivement de l'apprentissage, comprendre comment on arrive à produire de la curiosité chez l'élève, parce qu'il y a cette notion évidemment de la motivation à s'engager dans la situation, pour s'engager dans la situation d'apprentissage, qui est une situation coûteuse, il faut bien le dire, hein, je veux dire c'est toujours coûteux la situation d'apprentissage, y compris et en particulier dans le cadre scolaire. Il y a cette notion qu'il faut attiser et être en mesure de trouver des leviers de curiosité chez l'enfant, et aussi qu'il ait, tu l'as très bien dit tout à l'heure, conscience de ce qu'il a appris, pas de ce qu'il a fait. Et je crois que ça, c'est vraiment sur lequel il faut qu'on insiste, c'est-à-dire que cette notion de pouvoir dire que j'ai appris quelque chose, c'est là d'où vient l'émerveillement. C'est pas de ce que j'ai fait. Je veux dire, d'une certaine manière, là, l'émerveillement, il est peu présent. Par contre, si j'ai conscience d'avoir progressé, d'avoir appris, d'avoir acquis quelque chose que je n'arrivais pas à faire, là, il y a de l'émerveillement qui peut... Pour le pédagogue, peut-être cette question-là renvoie à quelque chose qu'on a un peu effleuré tout à l'heure, qui serait le couple frustration-promesse. Quand Grégoire dit
très justement, apprendre, c'est une situation coûteuse. Oui, c'est une situation coûteuse. Moi, pendant une période de ma vie, j'ai dit, avec beaucoup d'inconscient, tous les enfants veulent apprendre. Non, je crois que c'est totalement... Les enfants veulent savoir. Et si possible, savoir sans apprendre. Parce que apprendre, ça demande des efforts, ça fait faire des exercices, ça oblige à s'entraîner, à surmonter ses erreurs, etc. etc. Donc apprendre, c'est un peu plus que savoir. Ce qui comble le désir de savoir, c'est la théorie du complot, c'est ChatGPT, c'est tout ce qui nous donne à consommer du savoir tout fait, en nous exonérant de la démarche de l'apprentissage. Et ce qui me paraît important, c'est que l'enfant s'engage dans cette démarche de l'apprentissage. Et pour qu'il s'engage dans cette démarche de l'apprentissage qui est douloureuse pour certains enfants, bien l'avouer, accepter, il y a cette idée d'une certaine frustration nécessaire. Et moi, j'ai tendance à penser que le couple frustration-promesse est un peu en crise. C'est-à-dire qu'anthropologiquement, pour faire gros, vous savez, je vais faire de la vie de bazar, l'enfant qui naît ne supporte pas la frustration. Il voudrait que son père soit présent à chaque instant, sa mère, etc., et que tous ses désirs soient assouvis. Il est dans l'égocentrisme initial ou le narcissisme enfantin, selon qu'on est chez Piaget ou chez quelqu'un d'autre, peu importe. Il faut qu'il apprenne à surseoir à sa satisfaction. Mais il n'apprend à surseoir à sa satisfaction que parce que l'adulte auprès de lui incarne une promesse qui est « je ne t'abandonnerai pas et je veillerai sur toi ». Je n'accepte la frustration que s'il y a une promesse comme corollaire de cette frustration. Et là, nous entrons dans un registre qui est celui de la relation pédagogique, qui pour moi est un registre complexe parce qu'il fait appel aux neurosciences, mais aussi, je ne l'exclus pas complètement, à la psychologie clinique et même à la psychanalyse, même si votre collègue, M. Ramus, dit que la psychanalyse, c'est le diable. J'ai tendance à penser qu'il faut aller chercher du côté aussi de cette capacité de l'adulte à incarner une promesse. À incarner une promesse qui ferait que la frustration nécessaire dans les apprentissages sera acceptée et sera même un moteur pour aller vers des découvertes. Et ça renvoie aussi à une question de formation des enseignants. Si on se contente de combler le désir de savoir sans susciter le désir d'apprendre, je crois que c'est plus la peine de former des enseignants. On sera remplacé très vite par l'intelligence artificielle. Voilà, donc on arrive gentiment au bout. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Le Monde ce matin, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que vous avez, Philippe Mérieux, titré une tribune ce matin. Avec l'IA, c'est le modèle politique de notre école qui est en jeu. Et peut-être qu'on a très envie de vous entendre quand même par rapport aux perspectives de vos disciplines. Qu'est-ce que ça implique finalement, ce nouveau modèle, ce rapport à l'école qui va nécessairement se transformer? Et ça sera le mot de la fin, si vous le voulez. Oui, effectivement. Je m'intéresse à l'IA, non pas parce que je suis un informaticien, je suis un très piètre informaticien, quoique je me forme, mais je m'y intéresse parce que la vitesse avec laquelle cet outil, c'est un outil pour le moment, arrive est absolument vertigineuse. Ce qui se passe les enfants, chez les adolescents, qui utilisent l'IA, change radicalement leur rapport à l'école, au savoir. Alors je m'interroge sur un certain nombre de choses auxquelles vous faites allusion, interroge un angle mort de la question. Globalement, j'ai eu l'occasion de débattre avec des turiféraires de l'intelligence artificielle qui me disent l'école telle que vous l'avez fabriquée depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, a mélangé indûment l'instruction et la socialisation. Vous avez voulu apprendre ensemble, alors que les deux ne vont pas ensemble. Pour apprendre, il faut que chacun ait un tuteur individualisé qui s'adapte à son profil cognitif, à ses apprentissages, à son rythme, etc., etc. Pour se socialiser, il faut être débarrassé des objectifs d'apprentissage. Dit l'avenir de l'école, c'est donc le remplacement d'un côté des professeurs par des machines et de l'autre côté des professeurs par des animateurs socioculturels. Nous n'avons plus besoin de professeurs. Nous aurons un enseignement individualisé grâce aux machines disponibles 24 heures sur 24, qui s'adaptent à chacun, qui sont patientes, qui ne se mettent pas en grève, qui n'ont pas de congé maternité, etc., etc. Nous aurons donc un enseignement parfaitement adapté, bien plus adapté que ne sont capables de le faire les enseignants dans le cadre d'une école inclusive qui ne marche pas. Tel enfant dyslexique à tel niveau aura pile le logiciel qu'il lui faut pour lui permettre d'accéder exactement au savoir dont il a besoin à travers et avec son cheminement propre et ses catégories intellectuelles spécifiques. Je parle d'estimation, bien sûr. Et puis à côté de ça, eh bien, c'est ce qui se passe d'ailleurs en Californie déjà. L'après-midi, ils feront du foot, ils font du théâtre, ils font des tas de choses, mais libérés, complètement libérés des questions d'apprentissage. Jusqu'à présent, on n'a pas pu séparer les deux parce que quand même, c'était compliqué à organiser techniquement. Donc on a créé artificiellement le rôle du professeur qui est chargé de faire les deux. Maintenant, ce rôle est révolu, c'est obsolète. Il faut supprimer les professeurs et les remplacer par des machines et des animateurs. Et la question que je posais à ces turiféraires de l'intelligence artificielle,
c'est êtes-vous vraiment sûr que ce sont les mêmes savoirs qui s'enseignent avec des logiciels individualisés strictement adaptés à chaque individu et ceux qui se construisent dans un collectif grâce à l'exigence réciproque de gens qui se parlent, qui rencontrent des obstacles, qui dépassent ces obstacles, qui sont interpellés par un enseignant. Et ce à quoi je réponds un peu immodestement, non, ce ne sont pas les mêmes savoirs. D'un côté, il y a des savoirs strictement adaptatifs, puisque d'ailleurs cet apprentissage s'appelle l'apprentissage adaptatif. Et de l'autre côté, il y a des savoirs qui font un fond culturel, qui sont partagés dans leur acquisition même. Et le partage des savoirs dans leur acquisition même fait société. Et ça me paraît fondamental et important. Et ça me paraît être une perspective, en tout cas, qu'il ne nous faut pas oublier pour l'école de demain, dont je ne voudrais pas qu'elle assujettisse nos enfants aux algorithmes de l'intelligence artificielle de M. Musk ou quiconque encore, pour les faire jouer simplement à côté dans les tournois de foot qui se dérouleront à Doha, au Qatar. Non, mais c'est difficile de passer après, Philippe. C'est un peu une contrainte permanente. Oui, c'est de la frustration féconde. Mais il y a une promesse quand même. Non, peut-être que je dirais ma perspective, elle est peut-être un tout petit peu différente, parce que évidemment, j'interroge moins l'acte de l'enseignant et de l'enseignement. Ce qui paraît assez évident, c'est que ces intelligences artificielles, l'émergence du numérique, elle pose des questions finalement à nos systèmes éducatifs. Mais elle pose un peu les mêmes questions, je dirais, avec toute évolution et tout progrès. Qu'est-ce qu'on enseigne? Comment on l'enseigne? Quelles sont les compétences réellement à enseigner aujourd'hui? Parce que c'est ça la difficulté, je trouve, d'un système éducatif. D'ailleurs, je trouve toujours ça un peu surprenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas, tous les 10-15 ans, un moment où on se réunit tous en disant exactement ce que tu disais. C'est quoi le commun et qu'est-ce qu'on construit, je dirais, chez l'enfant aujourd'hui pour que, quand il sorte de nos systèmes éducatifs, il ait développé des compétences qui lui permettent d'être des citoyens dans le monde qu'on aura imaginé 10 ou 15 ans après. Et ça, je trouve que c'est totalement absent de la discussion. C'est-à-dire que, y compris sur l'IA, c'est-à-dire que la vraie question, c'est si les IA substituent du travail qualifié, est-ce qu'on a des systèmes éducatifs qui restent construits de la même manière? À mon avis, non. C'est-à-dire que, de fait, ça interroge les compétences qu'il faudra développer chez les élèves. Alors, est-ce qu'il faut les développer avec des algorithmes d'apprentissage alternatif? Certainement pas, parce que c'est probablement moins ça qu'il faudra développer chez les élèves. Donc, je pense qu'il y a une question fondamentale sur cette dimension-là. Il y a aussi une notion de posture de l'enseignant qui doit changer. Pas à dire un peu de façon naïve, comme on l'entend parfois, « Oh, de toute façon, maintenant, le savoir est disponible en 5 millisecondes, donc il n'y a plus de nécessité finalement d'apprendre et d'avoir des connaissances. » Mais au contraire, il y a un enjeu ultime à avoir des connaissances aujourd'hui, parce que c'est le seul moyen d'exercer notre pensée. Et donc le véritable enjeu, c'est essayons juste d'éviter, ça sera le mot de la fin, d'avoir un système éducatif qui va prendre encore une fois 15 ans de retard. C'est-à-dire l'espèce de conception totalement réactionnaire des systèmes éducatifs qui veut toujours que l'école soit un espèce de sanctuaire dans lequel on ne fait rien rentrer du monde qui est en train de changer, c'est, on le voit bien, voué à l'échec. Nos systèmes éducatifs, ils sont voués à l'échec. En tout cas, le système éducatif français, il est en échec. Il est en échec sur l'égalité des chances. Il est en échec sur les compétences des savoirs fondamentaux qui sont nécessaires mais pas suffisants pour l'épanouissement et la réussite éducative de toutes et tous. Et donc, le véritable enjeu, c'est d'essayer de ne pas le prendre systématiquement avec cette idée que il faut que le débat devienne une nouvelle panique morale, mais essayons d'être rationnels dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on enseigne? Comment? Et comment on fait pour qu'aujourd'hui, les élèves soient en mesure d'utiliser de façon critique ces outils? Parce que ça reste des outils. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, le véritable enjeu, pour moi, pour les systèmes éducatifs, c'est d'avoir cette réflexion prospective. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. On va s'arrêter. Voilà, donc quel bonheur. Donc on pourrait vraiment continuer. Nous aurons certainement l'occasion de continuer dans d'autres espaces. En attendant, pour clore, eh bien, je vais vous annoncer encore quelques événements qui vont avoir lieu pour fêter les 50 ans de la FAPSE. Alors, déjà, nous avons donc le plaisir d'organiser une table ronde le 9 octobre à l'Unimail,
à 20h30, non, à 18h30. Et donc, la problématique de la table ronde sera protéger les enfants dans un monde en crise, comprendre et agir. Santé mentale, éducation, droits humains, comment protéger l'enfance quand les fondements même de nos sociétés vacillent. Donc, c'est une table ronde qui réunira un ensemble de personnalités, notamment qui œuvrent aux Nations Unies en faveur des droits de l'enfant, droit à l'éducation et santé mentale. Et notamment, eh bien, nous aurons l'intervention de la lauréate du doctorat honoris causa qui lui sera octroyé le lendemain par l'Université de Genève, donc Madame Farida Chaïd. D'autres intervenants fameuses également qui pourront alimenter cette table ronde. On se réjouit vraiment de vous y accueillir nombreux. Cette table ronde aura lieu donc dans le cadre de la semaine de la démocratie organisée par le canton de Genève. Ensuite, eh bien, nous continuons de faire la fête puisque le 11 octobre, c'est un samedi, eh bien, c'est une journée grand public qui aura lieu à Carouge le samedi après-midi et nous organisons un escape game en ville autour des enjeux de la faculté, voilà, avec des jeux, des stands, des activités interactives pour développer et faire découvrir nos différentes activités de recherche, ainsi que des témoignages autour de la santé mentale avec différents regards de spécialistes. Et ceci, ça s'inscrit dans la semaine de la santé mentale, également organisée par le canton de Genève. Donc c'est un beau programme et entre deux, il y a le DIES, vous l'avez. Donc une belle semaine d'octobre qui nous attend. En attendant, vous voyez que déjà, eh bien, au mois de septembre, nous avons donc également une conférence qui sera proposée par l'Université de Genève, à qui appartient la beauté, donnée par Bénédicte Savoie. Alors, j'espère qu'on va vous y rencontrer très nombreux et puis je vous souhaite une bonne suite de soirée. Encore merci à nos intervenants. C'est un bonheur.